Ne pas stresser de stresser. Ne pas angoisser d'angoisser. Et ne pas complexer de mes complexes. Vous l'aurez compris, je suis stressé, angoissé, complexé. On peut dire que ça commence bien, mais c'est normal puisque je suis face à vous et que je n'ai jamais appris à gérer, exprimer mes émotions. Question d'éducation. L'homme doit être fort et le basque plus encore. Pas la moindre place pour ma sensibilité, si bien que je suis devenu comme une machine qui n'a pas su pleurer pendant plus de 35 ans. Un ultra compétiteur pour qui la deuxième place n'avait guère plus de valeur que la dernière place. Heureusement, j'ai, comme vous sans doute, beaucoup appris de mes amitiés, rencontres, de mes études en sciences humaines, ainsi que de mes engagements bénévoles, salariés, dans les champs de l'éducation et de la solidarité. Mais ma vie a vraiment changé lorsque j'ai rencontré Agnese, mon épouse italienne, avec laquelle nous avons eu 4 enfants. Petit détail, 2 sur les 4 sont porteurs de handicap lourd. Tout juste la moyenne. Mais bon, j'avoue qu'avoir 3 ou 4 enfants handicapés aurait été présomptueux. Puis alors, comme on dit, il faut en laisser pour les autres. Qui en veut? Là, je charrie, mais notre vie a basculé le jour où David, notre dernier, est né inerte. D'autant plus que Daniel, notre deuxième, au même moment, a déclaré un autre syndrome, comportant notamment des risques vitaux majeurs. Ça commençait à ressembler plus à la mort qu'à la vie. Qu'est-ce qu'il est beau. Pour vous dire un peu rapidement, David n'a pas bougé pendant 2 mois. Pas le moindre mouvement. Au point qu'on aurait voulu qu'il pleure. Le pire, ce fut son silence. Et puis, au bout de 2 mois, on a eu droit à un petit frémissement d'une paupière. Premier clin d'œil à la vie. Et après 5 mois, tandis que nous dînions en famille, David, soudainement, a éclaté de rire. Je ne vous dis pas l'émotion. Agnese avait simplement effleuré son petit avant-bras gauche avec une barquette de jambon, même pas du Bayonne. Mais je me rappelle de la marque, du nombre de tranches et presque du code barre de cette barquette magique. Mon fils, notre bébé, a ri avant de pleurer. Qui peut en dire autant? Si bien que très vite j'ai appelé David mon petit héros. Conscient que chacun de ses progrès serait émérite et tellement désireux de vouloir apprécier chacun de ses petits pas en avant. J'entends souvent des parents dire que leurs enfants grandissent trop vite. David, lui, le fait au ralenti. C'est plus facile à apprécier. Et puis j'aime bien comparer ça au match de rugby où le réalisateur repasse plus lentement les meilleures actions du match
par exemple un énième essai de l'UBB. Mon petit héros, allez, allez, allez. Entre ses 4 ans et ses 8 ans, David disait souvent « Je voudrais être grand comme mon papa ». J'aimais bien l'entendre dire ça. Et ça me rappelait combien sa bonne volonté est indéniable. La réalité, c'est que depuis plusieurs années maintenant, David ne progresse plus, il régresse même plutôt, au point de me dire un jour, alors que je voulais lui enseigner une action simple, « Papa, je n'arrive pas à essayer. » Là, j'ai mieux compris que ce n'était pas gagné, comme on dit, et sur le coup, évidemment, que j'avais la tentation de me replier sur ces contraintes, échecs, et quelque part de renoncer. Ce soir, nous parlons beaucoup de pouvoir d'agir, sujet tellement stimulant. Mais jusque-là, en tant que papa, face au handicap de mes enfants, ce que je ressentais, ce que j'éprouvais, c'était surtout l'incapacité de faire quoi que ce soit de bien ou d'utile pour mes enfants. Ne pas pouvoir aider David à grandir, ne pas pouvoir transmettre à certains de mes garçons ce qui me paraissait essentiel, pire encore, ne pas pouvoir protéger Daniel d'un risque de mort prématurée. Et tout ça alors que les besoins de mes enfants étaient pour moi criants, plus que pour d'autres pères, je pense, parce que je n'ai jamais oublié mes 2 autres, Lucas et Jean-Marie, pour lesquels je manquais parfois de temps. Cette incapacité m'a souvent été insupportable. Et là, vous dites, il y a comme une erreur de casting. Et vous dites bien, parce que rien que d'en parler, la tentation revient tout de suite de reprendre ce masque pour me cacher de cette foutue impuissance. Sauf que je ne vais bien sûr pas renoncer à être père. C'est devenu ma raison d'être. Et c'est même cette frustration profonde qui m'a mobilisé plus que jamais pour aller chercher et développer, si possible, une autre forme de pouvoir d'agir. Mais sans tricher sur mes limites. Quand on est aidant, le besoin de rencontre, le besoin d'amitié, d'expression, d'écoute, de loisirs, et dans mon cas plus personnel de sport, de défoulement même, est plus fort encore. Et donc nous avons rebondi du mieux possible en allant très vite vers des associations dédiées à des familles porteuses de handicap comme nous. Nous l'avons fait à double titre. D'abord en tant que bénéficiaire, au vu de nos besoins, mais aussi en tant que bénévole, n'est-ce pas Charlie, pour être utile, pour contribuer à notre niveau, faire du bien à d'autres familles. C'est devenu, enfin, un double pouvoir d'agir. Ce fut le cas en particulier avec l'association Famille Extraordinaire, avec laquelle nous avons, dès le départ, organisé des centaines de rencontres, puis suscité des actions nouvelles, autour par exemple d'accès aux loisirs pour tous, c'est devenu le dispositif Récréamix, mais aussi de répit familial pour les aidants. Quand on est aidant, parfois jour et nuit, le besoin de répit est nécessaire pour pouvoir tenir et pour pouvoir maintenir un pouvoir d'agir quotidien. À titre plus personnel, j'ai eu à cœur
d'initier les familles extraordinaires à la pratique de la joëlette, du prénom Joël. La joëlette, c'est un fauteuil tout-terrain qui permet à des personnes valides, des coureurs, d'accompagner des personnes handies partout, y compris en montagne, et donc de les intégrer sur des trails. Les émotions que nous partageons sont juste incroyables. Ça va de fou rire d'enfants que nous conduisons sur le skatepark de Bordeaux pour chahuter. D'ailleurs, on est surnommé les barjoëlettes, jusqu'au sommet de certaines montagnes, ou tout simplement de la dune du Pilat. Et là, vous voyez Thibaut, à qui nous avons fait la surprise pour ses 50 ans, de le conduire au sommet de la dune qui le fascinait, mais qui était hors de portée. Là aussi, c'est devenu un double pouvoir d'agir. D'un côté, on peut faire du sport, se défouler, alors que parfois, on n'était pas autorisé, faute de temps. Et de l'autre, on est sur une noble cause tellement inclusive, solidaire, tellement interpellante aussi pour tous les coureurs. En réalité, ce sont les passagers ou partenaires handis qui sont nos moteurs. Nous, on leur prête nos jambes, modestement. Eux nous ouvrent et nous donnent leur cœur, si bien que nous courons avec 2 cœurs, et ça, c'est très puissant au niveau cardio. Alors, pour ne pas paraître prétentieux, ce n'est pas le même jour, les 2 courses. En vous partageant cela, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est que progressivement, j'ai pu comprendre, admettre que la force est plus dans la relation, et plus dans le collectif que dans des capacités individuelles. Que si je veux être résilient et résistant, il me faut d'abord reconnaître mes vulnérabilités, mes limites, et savoir exprimer mes émotions, positives ou non. Que la compétence humaine, notamment en éducation, ait plus à faire d'ouverture à l'autre et d'adaptation permanente que de maîtrise. Tout cela m'a tellement nourri et tellement convaincu que j'ai fini par rejoindre à titre professionnel une association atypique, le Clubhouse, qui est réservée à des personnes présentant des troubles psychiques souvent sévères. C'est donc très sélect. Et à dire la vérité, il y a encore 3-4 ans, jamais j'aurais pensé aller travailler dans le champ du handicap. J'avais un peu ma dose quelque part, et j'aurais eu trop peur d'être à nouveau confronté, notamment au sentiment d'impuissance que je préfère éviter. Mais en fait, c'est très différent dans le cas du Clubhouse, parce que c'est une association ultra collaborative, où même les décisions sont prises tous ensemble, de manière consensuelle. Aucune action n'est faite sans les bénéficiaires qu'on appelle membres, et non pas usagers ou autres. Et cette force collective, ça devient un pouvoir d'agir collectif au service de chacun et de chacune, au point de voir certains de nos membres, sinon beaucoup, retrouver goût à la vie. Pour finir, je voudrais vous partager une anecdote qui pour moi est très significative. J'ai longtemps appartenu à un mouvement qui nous réunissait tous les mois sur un thème donné. Nous étions devenus amis au sein du groupe, et Iban, l'un de mes amis du groupe, a eu la bonne idée, très originale, de proposer le thème du handicap. J'étais un peu attendu, vous le devinez, et ce soir-là, il nous demande de donner le mot qui, pour chacun, chacune, caractérise le mieux ce qu'est le handicap. Et en fait, c'est moi qui ai le plus tardé à répondre, j'ai même séché pendant peut-être une demi-heure, tellement j'avais 2 mots qui se bousculent dans mon esprit, d'images, de sentiments, d'émotions, jusqu'à trouver un mot qui
résume bien ce que je vis au travers du handicap. Ce mot, c'est paradoxe. Parce que d'un côté, je hais le handicap de mes enfants. Trop de frustration, de complications, de contraintes, d'échecs et autres. Mais de l'autre, ces handicaps m'ont amené à aimer plus sensiblement chacun de mes enfants, handicapés ou pas. D'un côté, je déteste, vous l'avez compris, tous ces sentiments de colère, d'injustice, d'incapacité que j'éprouve souvent. Mais de l'autre, j'ai vécu tellement de rencontres et de collaborations d'une intensité, d'une profondeur, d'une richesse incomparable avec de très nombreuses personnes handicapées. Oui, au départ, et j'ai pas aimé, j'ai été privé, comme amputé du pouvoir d'agir que je croyais détenir, que j'avais appris en tant qu'éducateur et que je pensais pouvoir déployer avec mes enfants et avec d'autres. Mais cela m'a conduit à aller chercher d'autres pouvoirs d'agir plus collaboratifs et ainsi à pouvoir innover. Nous avons ainsi fait de nos impasses individuelles des carrefours de rencontres. Nous avons même fait de nos limites ou vulnérabilités des opportunités d'action collective pour le bien de tous. Un dernier exemple s'est présenté à nous comme une impasse. Nos grands ont quitté le foyer, ce qui est très heureux et légitime pour eux. Résultat, ils ne sont plus là pour rester avec David certains soirs, pour que nous puissions sortir, nous aérer avec Agnésée. Et là, nous avons pensé très vite à tous ces jeunes qui souffrent de précarité et d'isolement. Et donc, nous avons eu l'idée toute simple de projeter, d'offrir une de nos chambres à un étudiant ou une étudiante pour le dispenser d'avoir payé un loyer, pour lui éviter d'avoir à travailler en plus d'avoir à étudier. Et pour nous, cette présence humaine pourrait être aussi l'occasion de confier David, y compris quand il dort, en confiance. Cette idée nous a paru être intéressante, surtout en cette année dédiée à la santé mentale. Et les aidants ou les étudiants sont très concernés, malheureusement. Et donc, pour en faire profiter d'autres familles et d'autres étudiants, nous avons projeté d'en faire un projet structuré, ouvert, avec le collectif handicap, Autre Assaut de Cœur. Je m'arrête là pour vous dire tout simplement qu'à travers tout ça, je peux aujourd'hui témoigner, modestement mais authentiquement, que je ne regrette rien. Il est évident que ma vie aurait été plus légère, plus simple, sans tous ces handicaps. Comme le dit très bien Samuel Le Bihan, c'est un bonheur qu'on ne souhaite à personne. Parce que c'est un foutu bonheur, mais c'est aussi un vrai bonheur. Merci de votre écoute.